Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio à Satsapri. Merci Rachid pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président de l'Association régionale des agents immobiliers pour la région de Casablanca-Stat. Tout à fait, la RAI. La RAI, effectivement. Donc sur le ring, 3 rounds thématiques avec vous. Aujourd'hui, premier round, agent immobilier, une profession à risque, avec un point d'interrogation. Deuxième round thématique, marché locatif, un secteur dans les radars de la DGI, la Direction Générale des Impôts. Et le troisième round, l'immobilier, un secteur à l'agonie. Un secteur qui agonise, vous nous direz en tout cas ce que vous en pensez. Ça s'appelle, on va démarrer avec le premier round d'agent immobilier, une profession à risque. Est-ce qu'aujourd'hui, être agent immobilier comme vous, à l'instar d'autres, c'est une profession qui est devenue, qui est confrontée à un risque extrêmement élevé à la lumière de ce projet de loi et de cette loi aujourd'hui, ce décret, en fait, qui fait que vous avez l'obligation de donner toutes les informations liées à celui qui souhaiterait louer un bien immobilier. Oui, pas louer, mais plutôt acquérir surtout, parce que c'est là où il y a plus de sous en jeu. Oui, cette fameuse loi 4305 donc contre le blanchiment d'argent et les financements du terrorisme, sur laquelle on a eu pas mal de réunions avec le ministère de l'Habitat pendant les 6 derniers mois. Donc on était un peu préparé à la sortie de cette loi, peut-être pas avec tous ces détails-là. Oui, on a été un peu surpris quand même de tout. Est-ce que vous avez été surpris? Parce qu'il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les agents immobiliers. Oui. Ça commence avec les banquiers, avec les assureurs, avec les notaires aussi. Ouais, ouais. Alors, à la seule différence que ces métiers-là sont déjà structurés, régis par une loi. Ce qui n'est pas encore le cas de notre métier malheureusement. Comme vous le savez, il y a déjà un projet de loi 3617 qui est déposé, qui est au SGG depuis 2014 maintenant. Concernant le statut des agents immobiliers. Voilà, concernant le statut des agents immobiliers. Donc, et pourquoi on retrouve les agents immobiliers dans cette boucle? Est-ce que c'est parce qu'il y a des pratiques, j'allais dire, et de l'argent cash qui circule dans des proportions importantes, et donc du coup, vous êtes retrouvé dans la boucle en fait de ce qui a été demandé, recommandé, voire imposé par le GAFI, le groupement d'action financière à l'instar du Maroc, qui voilà, surtout dans la liste grise. Donc on s'est dit aussi, l'État en tout cas s'est dit aussi, il faut mettre aussi les agents immobiliers parce qu'eux aussi, ils sont confrontés à du cash et à des clients douteux. On va dire que sur le système GAFI à l'international, l'agent immobilier est dans la boucle. Donc pour rester dans les conformités GAFI par rapport au Maroc, il se devait d'intégrer l'agent immobilier dans cette boucle-là, à la seule différence que dans tous les autres pays des membres du GAFI, qui sont 29 pour rappel, l'agent immobilier est déjà structuré, a déjà une carte professionnelle, est déjà régi par un ordre ou un syndicat, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, c'est ça que vous déplorez. Ce n'est pas du tout le cas malheureusement chez nous. Mais est-ce que vous déplorez aussi le fait que vous allez devoir être quelque part, il y a agent immobilier, mais surtout agent en fait, auprès de l'État et du ministère de l'Habitat, c'est-à-dire remonter de l'information sur le client en fait, ouais. L'origine de ses fonds. Après, c'est pas sur tous les clients, mais sur les clients douteux, on va dire. Bon, après, il y a une obligation maintenant de garder un fonds de dossier pendant au moins 10 ans sur tous les clients. Ça, c'est une généralité. Maintenant, la complexité, je dirais, c'est que au Maroc, 80% des agents immobiliers ne sont même pas structurés, donc n'ont même pas de société, de bureau, un statut, pas de patente, c'est-à-dire le rendez-vous, ils les font au café, c'est le pur samsar, comme on dit un peu chez nous. Ça, c'est le cas de 8 agents immobiliers sur 10. Ouais. Et eux, est-ce qu'ils sont concernés par cette obligation légale aujourd'hui de donner toutes les informations sur le futur acquéreur d'un bien immobilier? C'est ça, malheureusement. C'est que comment différencier l'agent immobilier structuré de l'agent immobilier lambda qui travaille au café et qui passe des transactions, qui va chez le notaire, qui assiste à du transfert de fonds. Vous dites on a parlementé, il y a eu des pourparlers pendant 6 mois. C'est ça. Avec le ministère. C'est là où on est un peu déçu par rapport vis-à-vis du ministère, c'est qu'on aurait préféré qu'il y ait déjà la loi qui régit le métier et qui donne les obligations et les cadres de chacun, une carte professionnelle, un numéro d'accréditation comme ce qui se fait un peu dans tous les autres pays. Et à ce moment-là, l'agent aussi est identifiable
aux yeux de l'acheteur. Quand aux yeux vous du avez dit ça, notaire. au ministère de tutelle, On nous dit que ça arrive. On nous dit que ça arrive. donc ça arrivera après la mise en place, en tout cas de ce nouveau cadre juridique On espère. qui impose à tous les agents immobiliers d'être beaucoup plus agents qu'immobiliers d'ailleurs. Ouais. Donc de remonter, donc moi j'ai vu ça en préparant votre venue. C'est ça. Donc il y a une fiche à remplir, une espèce de note blanche Ouais. à remettre au ministère de l'Habitat. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, CIN, photo. CIN, quand c'est un étranger, passeport, quand c'est des sociétés ICE, RC, patente. Alors moi, le seul problème qui va se poser justement, c'est que pour pouvoir imposer ça, parce que nous on nous l'impose, mais pour que nous puissions l'imposer aux clients, il faut déjà qu'on ait une certaine crédibilité, parce que malheureusement c'est ce qui nous manque encore, et je reviens encore à ce projet de loi qui concerne l'agent immobilier. Il nous apporterait aussi la crédibilité vis-à-vis du client, qui à ce moment-là ne différenciera, on va dire, le fait d'être devant un vrai agent immobilier plutôt qu'un samsar ou un Est-ce que importeur c'est un projet d'affaires. de loi, ça qui pourrait permettre de structurer aussi le marché, c'est-à-dire que Bien sûr. le secteur, parce que je me dis si effectivement on vous impose aussi toutes ces fiches-là, c'est peut-être aussi de faire en sorte, en tout cas, que les vrais agents immobiliers soient beaucoup plus visibles en tout cas, et que les agents immobiliers informels, et les intermédiaires. Oui, mais tant que même l'agent qui n'est pas structuré aura le droit d'assister un client, aura le droit d'aller chez le notaire avec un client, parce qu'il ne faut pas oublier la mesure de cette loi 4305 qui est contre le blanchiment, c'est vraiment de diminuer au maximum tout ce qui se fait en black, tout ce qui se fait en paiement cash, À la fois etc. black et à la fois cash, c'est pour lutter contre le black et C'est contre le black cash. et cash. Parce que voilà, on peut avoir une transaction complètement déclarée, mais qui est complètement payée en cash. Le fait de l'avoir imposé au notaire aussi, est-ce que ça permet de boucler la boucle également, parce que les Mais notaires c'est sont ça, soumis aux mêmes règles? Non, parce que je prends par exemple l'exemple de la France, où un agent immobilier ne peut aller chez un notaire que s'il a sa carte professionnelle et que s'il a son accréditation. Parce que l'agent immobilier figure dans l'acte de vente, ses honoraires figurent dans l'acte de vente, etc. Et là, il est légalement responsable. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande, on nous oblige à des choses. Mais tant qu'il y aura des personnes lambda, aujourd'hui même un banquier, il peut se dire agent immobilier, un épicier, il peut se dire agent immobilier. Donc pour vous, ça ne change rien cette loi? Contre le blanchiment d'argent, il vous imposait de donner… Contre le blanchiment d'argent, pour moi, ça ne change rien, parce que l'acheteur suspicieux qui veut blanchir son argent, il suffira juste qu'il ne se dirige plus vers l'agent structuré qui risque de le dénoncer. Donc ça va inciter, ça risque d'avoir un effet d'accélérateur sur l'activité informelle au niveau de l'intermédiation. Voilà, pour moi. Donc un effet contre-productif. Voilà, exactement. Pour moi, elle poussera juste ces clients-là à aller vers des samsars non structurés. Pour dealer pour les agents immobiliers comme vous, donc qui sont structurés, parce que vous faites partie et vous représentez ces agents immobiliers structurés à travers le pays, en tout cas au niveau de la région Casablanca-Stade, parce que je rappelle que vous en êtes le président de cette association. Cette obligation légale, si elle n'est pas appliquée par les agents immobiliers, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Est-ce qu'il y a du pénal qui est prévu? Alors oui, il y a des sanctions. Non, heureusement, il n'y a pas de pénal, mais des grosses amendes. Qui peuvent aller jusqu'à au million de dirhams. Au million de dirhams. Ouais. Est-ce que ça va être suffisamment dissuasif? Vous dites, là aussi, vous dénoncez une fois de plus cette concurrence déloyale. Ouais. Je sais pas. Non, c'est ça, c'est dissuasif. Nous, on est là pour aussi aider notre pays à mieux se structurer et justement à contrer le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais il faut juste que ça soit dans un cadre plus structuré et à armes égales, j'ai envie de dire, parce que demain, si j'ai moi un contrôle ou un audit, ils sauront qui je suis, le nom de ma boîte et où je me trouve. Sauf que demain, inversement, s'ils veulent aller chercher Monsieur X qui n'a aucun bureau, qui fait ses deals dans un café, il n'y a aucune… Est-ce que vous dites qu'en fait, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les agents immobiliers sont un dégât collatéral du GAFI et du fait que le Maroc veuille absolument sortir de la zone grise pour pouvoir d'ailleurs bénéficier davantage sur les marchés internationaux, au niveau de la signature Maroc, pour lever de la dette, et que vous dites, nous les agents immobiliers fondamentalement, peut-être contrairement à d'autres secteurs, d'autres professions, qui sont aussi dans le viseur du GAFI, on est le dégât collatéral.
Je dirais pas qu'on est le dégât collatéral, mais je trouve le gouvernement a juste voulu calquer un peu ce qui se fait et les mêmes obligations qui se font à l'étranger, où je rappelle, voilà, où le métier est structuré et réglementé, en calquant ça sur le Maroc, avec des agents qui ne sont pas encore structurés. Donc même eux, quand ils vont vouloir aller chercher cette information, quand on demande à quelqu'un de garder 10 ans de dossier et que même lui, il n'a même pas de dossier, de bureau, ni encore moins une structure réglementée, comment il va garder ces 10 ans de dossier? Et en même temps, de devoir endosser la casquette, le costume d'agent. D'agent, ouais. D'agent infiltré. D'agent infiltré d'informations. D'agent infiltré, oui. Ça... Toute cette data, elle remonte au ministère de l'Habitat, c'est ça? Toute la data que vous collectez du futur acquéreur. Pas vraiment. En fait, ce qu'on nous demande concrètement, en fait, il y a deux sites. Il y a l'ANRF, c'est l'Autorité nationale du renseignement financier, et le CNASNU, qui est la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de la sécurité des Nations Unies, relatifs au terrorisme et aux armes, etc. Donc, on nous demande des dénonciations, entre guillemets, avec de l'anonymat, pour remonter les suspicions de blanchiment, d'argent sale, quand on a un doute sur la provenance des fonds, de dénoncer sur ces deux plateformes. Aujourd'hui, le risque, en tout cas que me pose moi, mais ce que me rapportent en tout cas mes collègues, c'est quoi cette garantie d'anonymat? Parce qu'ils se disent, ouais, si on parle blanchiment, terrorisme, etc. Ouais, ok pour faire la délation, mais est-ce que je vais être couvert et protégé? Voilà. Est-ce que demain... Est-ce qu'il n'y a pas de protection juridique? Il n'y a rien. On me demande de dénoncer, mais en contrepartie, qu'est-ce qui nous garantit cet anonymat? Qu'est-ce qui garantit? Est-ce qu'il n'y aura pas de fuite d'informations? Voilà, sur la dénonciation, sachant qu'on parle de terrorisme, là, donc on parle de mafia organisée dans le monde versus un agent tout seul sans... Un agent immobilier structuré. Voilà. On passe au deuxième axe, deuxième round, avec vous. Ça traite sur le marché du locatif, ou les marchés du locatif, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a plusieurs marchés du locatif. Est-ce que c'est un secteur dans les radars de la DGI à la lumière de cette loi de finances 2023 qui revoit la hausse, le barème sur l'imposition sur le revenu après abattement sur le locatif? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui font qu'aujourd'hui, l'agent immobilier apparaît de plus en plus dans les radars de la Direction générale des impôts? L'agent immobilier, non, pas particulièrement sur ce volet-là, parce que bon, elle cible plutôt les rentiers et les gens qui font du locatif en général. Et du locatif au black? En fait, ils ne sont pas vraiment concernés parce que pour l'instant, cette retenue à la source obligatoire, elle concerne uniquement un seul cas de figure. C'est quand une personne physique loue à une personne morale. Donc, l'obligation de la retenue à la source est faite par la personne morale, donc qui fait la déduction de l'impôt au propriétaire, donc à la personne physique, et lui verse le reliquat. Donc c'est un moyen, parce que entre une personne morale et une personne morale, ils sont tous les deux soumis à l'IS et au bilan, donc ils ne sont pas dans ce cas de figure. Et la personne physique versus personne physique, les deux n'ont pas de comptabilité ni même d'identifiant. Donc il y a apparemment cette population qui est échappée en fait à la Direction générale des impôts, la DG, jusqu'à présent. Oui, il restera toujours le cas du particulier versus particulier qui, à mon sens, représente la grande part de ce qui se fait sur le marché locatif. Mais au moins, ils ont pu, on va dire, trouver une bonne solution pour le cas de figure personne donc physique versus personne morale. Vous trouvez que c'est justifié de remonter à la hausse, d'instaurer la fiscalité? Alors, il n'y a pas eu de remontée à la hausse. C'est toujours les mêmes taux. on est sur 10% quand c'est inférieur à 100 000 dirhams annuels de loyer et 15%. On parle d'un taux à 40% après abattement sur cette nouveauté. Oui, ça c'est une nouveauté. On va dire qu'on attend toujours la circulaire pour vraiment avoir le détail. Mais ce taux d'abattement de 40%, il faut juste comprendre que les 10% ou les 15% de retenue à la source sont considérés comme une avance sur impôt.
Et la nouveauté, on Mais va qu'il dire faut cette décaisser, année, qu'il faut payer. oui, ça se décaisse, mais c'est pas forcément définitif. Parce que ça, c'est considéré, comme je disais, comme une avance. Sauf qu'à Satré, il y en a qui considèrent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent décaisser, ils doivent déjà donner de l'argent avant même que la transaction soit faite. Donc Non, voilà. ça c'est une fois que la transaction est faite. Parce que, je donne un exemple, je loue à la société X, moi, Asad, en tant que personne physique, je leur loue à 12 000 dirhams par exemple, un bureau. Bah, la transaction est déjà faite, elle est actée, le contrat de bail est fait. Donc déjà, quand on loue à une société, à la base, on sait qu'on va être taxé parce que la société le déclare dans son bilan. Donc, c'est juste un changement, on va dire, d'écriture. Sauf que ce qui se passait avant, c'est qu'on ne savait, le particulier, qui n'est pas forcément doué en comptabilité, etc., était toujours dans le doute. Est-ce que je vais avoir 1 mois de loyer par an à payer? Est-ce que je vais avoir 2 mois de loyer? Donc là, au moins, il sait qu'il a 10% ou 15%. Et limite, ça lui enlève une épine du pied, vu que l'impôt est payé à la source. Donc lui, tout ce qu'il reçoit, bah, il est en net. Et en tout cas, il a de la visibilité sur ce qu'il va Et il devoir a de la payer visibilité au niveau de l'imposition. Voilà, exactement. Sur ce qu'il va mettre dans sa poche. Autre nouveauté par rapport à la loi de finances de 2023. Par contre, oui, je reviens juste sur un point, ce qui a aussi changé par rapport à cette retenue, c'est qu'en 2023, on va revenir à la déclaration globale. Ça veut dire que le particulier aujourd'hui, ou le propriétaire donc qui loue, il va être soumis à une déclaration globale des revenus. Donc, ce qui n'était pas le cas par exemple l'année dernière, où l'IR sur le locatif était séparé des autres revenus qu'il avait périphériques. Voilà, exactement. Sauf que maintenant, à partir de 2023, on revient, comme il y a quelques années, à la déclaration globale. D'où le fait que je disais que c'est une avance sur impôt. Donc les 10%, 15%, à la fin de l'année, en 1er avril, il doit faire une déclaration globale de ses revenus. Abattement de 40% sur le global. Oui. Et c'est à ce moment-là où il voit est-ce qu'il a encore des sous à payer ou il va devoir de l'État, devoir de l'argent à l'État qui va déduire de sa prochaine déclaration. Donc il y a déductibilité, puis l'État rembourse s'il y a un trop perçu. Parce que très souvent, voilà, il y a des interrogations là-dessus. S'il y a un trop perçu, moi l'État, ok, va me rembourser, mais ça peut prendre des années. Non, il n'y aura pas besoin d'être remboursé en principe de ce que aussi j'ai compris de ça, mais elle va être On voit que c'est pas très clair en tout cas. C'est pas encore très clair. Même On sur est les déjà comptables, fin février, c'est pas très clair. Parce que la circulaire sur ce volet-là n'est pas encore sortie. Donc l'application n'est pas encore sortie. Donc c'est dans les textes au niveau de loi de finances, mais en tout cas l'application, les décrets, les décrets d'application ne sont toujours pas reçus, donc on est encore fin février pratiquement dans le brouillard. Tout à fait. Sur le marché locatif, son comportement aujourd'hui. Et pardon, Rachid, il y a aussi autre chose sur ce projet de loi de finances. Donc il y a eu aussi une autre partie sur l'immobilier qui concerne l'immobilier, qui commencera à partir du 2e semestre. C'est par rapport à la TPI par exemple. Oui. Où on va passer sur l'exonération pour l'habitation principale de 6 ans à 5 ans. Donc ça aussi c'est une nouveauté qui concerne l'immobilier. Et on va avoir ce qu'on appelle une demande de consultation préalable. Donc le client, quand il va vouloir vendre son bien, qui passe dans les radars de la DGI, qui va lui une fois dire qu'il grosso signe modo. avec compromis, il aura l'obligation d'avoir un compromis. Une fois qu'il signera son compromis, pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite, une fois la vente définitive signée, une fois son compromis en main, il pourra l'envoyer à la DGI, faire une demande de consultation préalable, et la DGI aura 60 jours pour lui répondre sur le montant. Sur le prix imposable. Sur le prix imposable de son bien aux yeux de la DGI. Est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? Ça très parce qu'effectivement il y a ce point-là et les avis, les positions en fait sont très ambivalentes. Alors c'est une bonne chose dans le sens où on va éviter les mauvaises surprises. Maintenant, on n'a pas encore une idée réelle du tableau ou de la base de données, du référentiel. Du vrai référentiel maintenant que la DGI il y a déjà un référentiel qui a été mis en place il y a quelques années là-dessus, mais qui a toujours été critiqué, qui a été très mal établi, voilà justement. Mais tout ça, c'est pas très encourageant au niveau du secteur de l'immobilier, parce qu'on va y revenir dans le troisième round. Malheureusement. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est des mesures aussi d'encouragement à l'investissement dans le secteur immobilier, que ce soit dans la propriété ou le locatif? C'est-à-dire voilà. Non, honnêtement, non. La DGI devient de plus en plus présente dans le secteur. Oui, non, malheureusement, surtout en temps de crise, on va dire, de guerre et d'inflation, c'est pas ce qui va aider le secteur de sortir la tête sous l'eau. En fait, clairement, c'est la Direction générale des impôts, la DGI, qui va fixer
quelque part le prix de vente des biens et, Ouais. et le prix imposable aujourd'hui. On va se retrouver avec des cas de figure, par exemple, sur qui va faire le marché, quoi. Voilà, sur le client qui va signer son compromis, qui va envoyer la DGI. S'il voit que la DGI lui donne un prix imposable qui est, à ses yeux, pas réaliste, ben, il va juste annuler son compromis par la suite. Parce que ce qui va se passer, c'est que sur les conditions suspensives de la vente, le client va commencer à intégrer, autant l'acheteur, il va, comme condition suspensive, il aura l'obtention de son prêt, etc. et tout. Généralement, pour le vendeur, c'était juste l'obtention du quitus. Mais maintenant, il va commencer à intégrer une nouvelle clause sur les conditions suspensives à condition que la DGI ne redresse pas à hauteur d'un différentiel, de temps, 5%, etc. Sinon, la vente est caduque. Donc ça va devenir extrêmement compliqué et complexe, en tout cas pour les modèles économiques des investisseurs dans le secteur de l'immobilier et de l'immobilier locatif en particulier, d'autant plus que j'ai vu que la rentabilité dans le locatif, elle n'était pas très élevée, pas très soutenue, malgré ce que certains disent. On passe au troisième round. Ça pris sur l'immobilier, est-ce que c'est un secteur qui agonise? L'agonie, on le sait depuis plusieurs années, c'était bien avant la crise Covid, bien avant la crise des commodities que l'on vit et que l'on subit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce secteur ne fonctionne pas? Chacun y va de sa version. On le voit à la fédération des promoteurs immobiliers, un petit peu, voilà, c'est pour telle et telle raison, on n'a pas de visibilité sur le secteur, il y a une demande, mais très forte, mais l'offre, elle n'est pas forcément adaptée à la demande. Donc, bref, il y a plein de discours et plein de positions de part et d'autre. Mais réellement, qu'est-ce qui fait que ce secteur-là, aujourd'hui, ne fonctionne plus? Ou fonctionne nettement moins bien, en tout cas? Alors, honnêtement, moi, ma vision à ma petite échelle, on va dire, c'est que le promoteur aujourd'hui, dès qu'il a un peu comme on évoque assez souvent, il avait une réserve foncière de parents, grands-parents sur un domaine rural qui est passé en périmètre urbain. Il se retrouve avec quelques dizaines de millions de dirhams en poche. Il se dit, première chose facile, je vais aller construire. Il va construire, sauf qu'il se fait généralement jamais assisté par les bonnes personnes. Il va chez l'architecte et c'est généralement l'architecte qui lui dit, avec tout mon respect pour les architectes, qui lui dit écoute, tu fais du 3 chambres ici, du 2 chambres ici, ouais, cette superficie, etc. Et t'inquiète pas, ça va marcher, ça va. Et t'inquiète pas, ça va marcher, ça va se vendre. Sauf que l'architecte, il n'est pas sur le terrain et il ne connaît pas le besoin des clients par quartier, par zone, etc. Et c'est dommage parce que après le promoteur se retrouve avec de l'invendu. C'est ça qui plombe le secteur aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est une problématique d'offre qui n'est pas adaptée à la demande. C'est ça, on revient à ça. Une problématique aussi de cherté aussi parce que qui peut être aussi pénalisante aussi également. J'y viens aussi en deuxième point, mais pour rester sur le premier, donc moi le promoteur, pour moi, s'il avait une vision plus adaptée, à savoir aller voir un agent immobilier de confiance qui lui passe ses journées sur le terrain, qui connaît la demande réelle et il lui dira vis-à-vis ou par rapport à son foncier, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui est plus adapté à son terrain. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas ou il en a conscience bien plus tard, une fois que le projet est là et une fois qu'il voit que ça ne se vend pas. Ça veut dire, dommage, j'aurais dû faire ici du studio plutôt que du 3 chambres ou bien du 3 chambres plutôt que du studio et c'est trop tard. On revient au point de la cherté. C'est-à-dire que ce qui est cher en ville, en tout cas dans les villes principales et majoritaires du pays, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, lorsque c'est en centre-ville, donc avec un foncier extrêmement élevé pour le promoteur immobilier, c'est ça qui fonctionne. Mais en tout ce qui est en périphérie ne fonctionne plus. Est-ce que vous confirmez cette réalité? Non, ça dépend, parce que même aujourd'hui, les gens trouvent que le foncier en ville est devenu trop cher. Aujourd'hui, pour moi, le gagnant dans une transaction immobilière, c'est la personne qui a vendu le foncier. C'est le mec qui a son terrain. C'est le propriétaire terrien en fait qui fait la bonne affaire. C'est le propriétaire terrien aujourd'hui qui fait l'affaire. Le promoteur, il faut oublier les grosses marges qu'il y avait il y a 10 ans, etc. Le risque est beaucoup plus important d'invendu. Il suffit qu'il garde deux magasins et 1 ou 2 appartements et tout a… Donc le modèle économique a complètement évolué. Le modèle économique a complètement évolué. C'est là où on doit revenir. Autant pour tous les promoteurs, le foncier est devenu très rare, autant il suffit de faire un tour pour en trouver énormément. Mais les gens ne vendent pas.
Et c'est là où j'invite Ça, c'est les propriétaires terriens aujourd'hui qui, qui ne vendent pas leur foncier. Ouais, ils disent non, mais quand on voit mais parce qu'ils ne sont pas, pour moi, taxés de la bonne manière. Et aujourd'hui, si on imposait à un propriétaire terrien dans un périmètre urbain une taxe assez élevée, c'est soit construire, soit payer une taxe importante. Ça, c'est les politiques, ils en parlaient depuis quelques années, ça n'a jamais été mis en place. C'est une fiscalité dissuasive, en fait. Ouais. Mais en même temps, quand on voit de près les chiffres, c'est hallucinant. Moins 52% de baisse de mise en chantier. Ouais. Les encours de crédit globaux ont augmenté, mais celui de l'immobilier est en baisse. Voilà. Je me dis, tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui. Ouais, sont au rouge. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas prêt de changer, en tout cas, cette année avec les augmentations du taux directeur, donc les futures augmentations à partir, je pense, du deuxième trimestre des taux du crédit immobilier. Oui. Donc, il n'y a aucun élément, en tout cas, ou événement d'une ampleur importante qui pourrait inverser la donne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains disent que la construction ne marche pas. Par contre, ce qui est construit et qui est alloué, ça marche pas trop mal. Est-ce que vous confirmez ça, vous qui êtes agent immobilier? C'est-à-dire, voilà, le locatif, en tout cas, parce que pour celles et ceux aujourd'hui, dans une période inflationniste, réfléchissent à deux fois avant d'acquérir un bien, d'aller à la banque, et de déposer un dossier de crédit. Non, effectivement. Voilà, par contre, le locatif, ça peut être l'alternative. Est-ce que vous confirmez? On voit beaucoup de gens, en temps de crise et en temps d'inflation, qui vendent leurs biens par souci de trésorerie, mais qui ne se dirigent pas forcément juste après sur de l'achat. Donc, ils passent par la case location en se disant, écoute, je vais prendre 2-3 ans en loyer, voir comment les choses évoluent, le temps que cette crise passe, l'inflation régresse, etc. Les prix vont diminuer et à ce moment-là, je me redirigerai vers de l'achat. Comment vous expliquez ça cette crise? C'est intéressant, c'est une tendance de fond. Ceux qui aujourd'hui étaient propriétaires vendent leurs biens et se rabattent en fait sur le locatif. Voilà, c'est ça qui fait que le niveau des biens immobiliers locatifs, en tout cas dans les centres urbains, reste à un niveau élevé. Parce que je vois, il n'y a pas de baisse en fait. On pourrait s'imaginer qu'avec l'inflation qui est il n'y a pas de baisse, mais qui est brutale, mais les loyers n'ont pas baissé eux. Non, ils ont plutôt augmenté. C'est ça qui m'a surpris. Justement, quand on a cette catégorie-là de personnes qui ont vendu, je dis par exemple, là, la personne elle a vendu 1 million, 2 millions, 3 millions de dirhams un appartement, pourrait louer à 7 000, 8 000 ou 9 000 à 1 000 dirhams près, ne change pas grand-chose vu qu'elle a de la trésorerie qu'elle vient de faire rentrer. Donc, elle sait que c'est pas éternel, elle va faire ça 2 ans, 3 ans. Donc, sur les 3 ans, qu'elle mette 20 000 ou 30 000 dirhams de plus, c'est pas ça qui changera la donne. Versus l'ancien client qui se dirigeait vers la location, c'était le salarié qui n'avait pas les moyens d'acheter, qui n'avait pas du foncier, qui n'avait pas de la trésor, qui pour lui, 500 dirhams ou 1000 dirhams sur son salaire, ça représentait 5%, 10%, donc, c'est dirigé 20%. Vers du locatif. Voilà, se diriger vers du locatif. Donc aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ceux à Satri qui considèrent que le secteur de l'immobilier, qui est à l'agonie, en tout cas qui est en difficulté depuis plusieurs années, bien avant les différentes crises, le salut passera par la structuration du marché locatif? Comme pour le secteur automobile d'ailleurs, beaucoup considèrent que structurer le marché de l'occasion des véhicules permettra de structurer un peu le secteur et lui donner un nouvel élan. Est-ce que vous considérez que pour le secteur immobilier, c'est la même chose? Oui, je pense qu'on va finir par arriver à ça. J'espère juste que ça ne prendra pas aussi longtemps que c'est en train de se faire pour structurer le métier de l'agent immobilier en tout cas. Parce que quand on voit que la loi, comme je disais, ça fait plus de 10 ans qu'elle est au SGG, j'espère que ce type de restructuration prendra moins de temps si on veut voir le marché sortir de cette agonie-là. Sans être mauvaise langue, en tout cas, ça serait peut-être qu'on peut imaginer que les agents immobiliers font du bon boulot, font la bonne remontée d'informations et de data dans le cas d'une nouvelle loi et des obligations légales sur nom, prénom, CIN du futur acquéreur. Peut-être que vous serez récompensé avec ce statut que vous attendez depuis 2014. Je suis pas d'accord parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut de la crédibilité parce que si demain Rachid veut vendre sa maison et que Saad vient le voir et d'emblée de jeu, je te dis, alors Rachid, tu me donnes ta CIN, ton passeport, ton numéro de téléphone, ton certificat de propriété, etc. Ta situation maritale également. Voilà, avec toute la liste. Tu vas me dire, mais ça va pas, mais t'es qui pour me demander ça? Tu dis, ouais, je suis agent immobilier. Tu vas me dire, et puis, qui te donne le droit? Alors que quand tu vas chez le notaire et qu'ils te disent « Donne-moi ta dernière quittance de l'IDEC, donne-moi ça, donne-moi Idalier, donne-moi ça », tu lui donnes parce que tu sais que c'est obligé. Tu es dans l'obligation de faire ça, c'est la formule pour vendre ou pour acheter, il faut ça. Donc, je pense que si on avait cette crédibilité-là,
on aurait plus facilement cette data-là qu'on serait ravi de partager avec les ministères concernés. Surtout si l'anonymat est préservé. Surtout, ça c'est sûr. Ça, c'est le point d'interrogation en tout cas qui restera à vérifier. Merci infiniment à vous en tout cas. Assassin Prix, agent immobilier, pas qu'agent, c'est ça? Ouais. Président donc, de l'association régionale des agents immobiliers pour la région de Casablanca-Stat, à la lumière de toutes ces nouvelles dispositions juridiques qui fait que l'agent immobilier, c'est effectif d'ailleurs depuis le 1er janvier, doit donner et livrer toute la data concernant un futur acquéreur, nom, prénom, CIN, photo, situation maritale. Et dénonciation de suspicion de blanchiment. Voilà. Et je rappelle que vous êtes sous peine de grosses amendes. Jusqu'à 1 million de dirhams, comme vous l'avez précisé, pour ceux qui ne respecteraient pas. Et pas devant un tribunal, en tout cas pas de pénal, classique, mais peut-être vous prenez le risque aussi d'être déféré, en tout cas devant un tribunal administratif. Tout à fait. J'ai vu ça en préparant. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à vous pour l'invitation. Et puis bonne chance, et puis j'espère que cette année 2023 vous permettra de réactiver en tout cas le statut d'agent immobilier. On espère. Et cette nouvelle loi aussi qui est dans les tiroirs. Les choses changent. On a plus de rendez-vous, on va dire. On a vu plus le ministère de l'Habitat en 2022 que peut-être depuis les 5 dernières années. Donc on espère que ils auront pris l'habitude de nous voir plus souvent et qu'ils feront tout pour structurer ce métier. Merci en tout cas une fois de plus à vous et à très bientôt. Merci Rachid.